Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de webinaire et ni qu'on avait utilisé la plateforme Webinar Jam. On se retrouve maintenant une fois tous les mois pour des webinaires, on va dire, non pas mieux préparés, mais mieux promus. On travaille plus sur la promotion des webinaires, sur le temps pour faire venir plus de monde. Là, on est quand même beaucoup plus de participants que dans nos derniers webinaires. Je reconnais un certain nombre d'habitués, mais on a aussi beaucoup de personnes qui ne venaient plus ou qui ne venaient pas dans nos webinaires. Le fait d'en faire moins souvent nous permet de faire plus de qualité, mais même si je trouve que la qualité a toujours été au rendez-vous, en tout cas de faire plus de monde parce qu'on a plus le temps de promouvoir. Ce webinaire aujourd'hui, il est important. C'est le dernier livre de nos 5 livres de méthode. Aujourd'hui, on va parler de Brand Strategy Design, écrit avec Julia Drup, qui va vous présenter, surtout elle d'ailleurs qui l'a écrit, qui va vous le présenter plus en détail. C'est toutes ces méthodes et toutes ces pratiques pour réussir à aider les marques à construire justement leur identité de marque, leur stratégie de marque. Ce livre vient s'inscrire à côté des 5 autres livres, enfin des 4 autres livres que vous voyez là. Brand Strategy Design, Acquisition Strategy Design, Customer Experience Design, 3 méthodes marketing pour les RH et Q2C Selling sur les process de vente. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis Gabriel Delich-Schwebel, fondateur d'1 minute 30 et je laisse Julia, consultante chez nous, se présenter. Salut Julia, comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Je suis super ravie et touchée de voir tout ce monde à ce webinaire et ravie de vous présenter ces méthodes de Brand Strategy Design. C'est un peu un accomplissement pour nous deux, hein, Gabriel, et en particulier pour moi aujourd'hui, parce que j'en suis pas à mon 5e bouquin, mais c'est mon premier. Donc c'est quand même un événement pour moi. C'est la première fois que je publie un ouvrage et donc je suis tout à fait ravie d'être là avec vous. Ouais, c'est toujours un vrai plaisir, je le dis pour ceux qui ont envie d'écrire un livre. On peut vous accompagner dans l'écriture d'un livre et c'est toujours un vrai plaisir que de voir ce livre sortir. C'est un vrai bébé, c'est un objet, contrairement à plein de choses qu'on produit dans la vie, des PowerPoint, des slides, des articles de blog, des livres blancs, des machins. Le fait que ce soit un objet physique, qu'on puisse le partager, le donner, le remettre, le garder, c'est toujours une vraie émotion. Et puis on a l'odeur du papier. Enfin tout ça pour dire que c'est jamais anodin que de faire un livre. Et effectivement, Valérie dit, Gabriel est un bon coach. C'est toujours un plaisir d'accompagner la genèse, la création d'un livre, de réfléchir sur les méthodes. Et ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi, comme ça a été un plaisir de travailler avec Valérie, Chloé, Nicolas Delinière sur les différentes autres méthodologies. Oui, c'est vrai. Alors je confirme, tu es un très bon coach et tu m'as martyrisé plein de fois pour préciser des méthodes, les décortiquer encore plus. Et ça a été un vrai exercice intellectuel assez passionnant. Donc oui, moi je voulais pas le faire et je l'ai fait. Donc si vous avez envie d'écrire un livre, vous pouvez appeler Gabriel, il n'y a pas de problème. Vous aurez le bon mentor pour vous aider à publier un ouvrage. Ouais, et effectivement, je me rappelle avoir eu plusieurs conversations pour te pousser à l'écrire. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je te propose de commencer, d'attaquer, de présenter. Est-ce que je lance les slides maintenant? Est-ce que tu veux présenter d'abord en quelques mots la structure? Dis-moi. Écoute, oui, je vais présenter en quelques mots la structure et après, on pourra regarder un peu le détail des chapitres. Donc, Brand Strategy Design, on a voulu faire un livre pour mettre à la portée de tout le monde le fait de pouvoir construire tous les éléments nécessaires à une marque forte. Alors, évidemment, on se dit qu'est-ce que c'est qu'une marque forte c'est une marque qu'on reconnaît comme une référence et, et on en parle à plusieurs reprises dans le livre. Une marque forte, c'est aussi une marque qui inspire confiance. Et donc, je lisais encore hier une étude qui disait que 67% des Français seraient prêts à boycotter une marque, ne plus acheter une marque, s'ils n'ont plus confiance en elle, peu confiance en elle. Et ça va pour la génération la plus jeune jusqu'à 77%. Donc, une marque forte, c'est une marque qu'on reconnaît, mais c'est aussi une marque qui inspire confiance et qui porte des valeurs et une raison d'être forte.
Donc c'est pour ça qu'on a commencé. C'est pas simplement des éléments visuels distinctifs. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que dans Brand Strategy Design, on a développé 3 grandes parties. Avant que tu présentes les 3 grandes parties, moi je veux revenir sur 2 petits points que tu as évoqués. Le premier, je réinsiste sur ce que tu viens exactement de dire, à savoir une marque, c'est pas qu'une identité visuelle. Et on travaille avec Brand Strategy Design, avec tout ce qui fait l'essence et le corps de la marque, et pas uniquement l'aspect graphique de la marque. Et puis l'autre sujet, c'est que moi, quand je suis arrivé dans le marketing et la com, il y a maintenant 10 ans, quand j'ai créé 1 minute 30, je venais d'un horizon plus ingénieur, consultant en stratégie. J'ai toujours eu un peu le sentiment que les communicants mettaient des mots compliqués pour faire des choses assez simples et qu'ils embrouillaient souvent leurs clients avec des missions, des raisons d'être, enfin des trucs où on s'arrachait les cheveux en 4 pour essayer de trouver le meilleur mot et la meilleure façon de l'exprimer, avec un côté un peu élitiste dans cette façon de s'adresser, les DA, les DC, enfin un truc un peu... nous, on est l'élite et vous êtes la plèbe qui ne comprennent rien à l'esthétisme et à la pureté du langage. Et ce qu'on a voulu faire, et ce que j'aime faire avec toi depuis qu'on travaille ensemble, ça fait maintenant plus de 3 ans, c'est vraiment d'adresser ces sujets de marque de façon simple, pragmatique, sans être dans un truc trop compliqué, tiré par les cheveux, etc. Et c'est ce que je crois qu'on a vraiment réussi à faire avec nos méthodes. On rend le travail de fond sur la marque accessible à tous. Ouais, c'est vrai parce que on démystifie un peu les sujets en les expliquant bien et en les faisant, justement en les décortiquant étape par étape, mais tout en mettant de manière assez ludique, en intelligence collective. On s'aperçoit que tout le monde peut construire une marque forte. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de marketing. Vous pouvez tous y arriver. Et j'ai été d'ailleurs assez touchée de certains commentaires de ceux qui l'ont déjà lu. Certains qui étaient des experts du marketing me disant que même eux, ça leur avait permis d'avoir peut-être plus de clarté sur certaines notions et de s'apercevoir qu'en fait, ils allaient appliquer dorénavant ces méthodes alors que eux-mêmes étaient plutôt du côté des super consultants qui passaient beaucoup de temps avec leurs clients à proposer des choses un peu complexes et compliquées. Voilà, qu'on soit novice en marketing ou qu'on soit expert, je pense que ce livre, il peut intéresser tout le monde et en tout cas servir à tout le monde. C'est pas tellement intéresser, mais voilà, moi, ce que je trouve bien dans ce qu'on a fait, c'est que c'est utile pratiquement. Voilà, on met en pratique. Ouais. Et comme le dit Valérie, c'est effectivement le fil conducteur de nos méthodes qui sont très pratiques, qui s'appuient toujours sur les outils de l'intelligence collective et du design thinking pour faire travailler les gens ensemble, pour créer des consensus sur la vision des problèmes et pour trouver des solutions ensemble. Moi, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on a attiré le fil rouge de ces 5 livres en partant d'Acquisition Strategy Design. C'est parce que la force des outils de l'intelligence collective est assez impressionnante pour aboutir vite et traiter rapidement et intelligemment, de façon pragmatique, des sujets compliqués qui, quand on les fait seuls en chambre, nécessitent des dizaines, voire des centaines d'allers-retours, et que quand on les travaille de façon collective, avec une bonne facilitation, vont émerger, on va trouver beaucoup plus rapidement des solutions et créer des consensus beaucoup plus rapidement. Donc voilà, effectivement, pour revenir à ces méthodes, parce que c'est comme vous êtes là pour ça, et on va en parler, on va vous en parler et même rentrer dans le détail de certaines. Donc ces méthodes, on les a bâties en 3 étapes. On dit que c'est mieux de le faire dans cet ordre-là, parce que on va commencer par un peu les fondations de la marque, les choses très essentielles qui sont peut-être les moins visibles ou plutôt qui sont une réflexion qu'il faut avoir impérativement avant de rendre les choses visibles et ensuite aller jusqu'à la partie créative, graphique. Donc ces 3 parties, elles sont les suivantes. La première, c'est les valeurs et la raison d'être de la marque. La deuxième partie concerne le positionnement et la personnalité de la marque, c'est-à-dire vraiment ce qui vous rend unique, ce qui rend une marque vraiment originale, singulière.
Et puis, la troisième partie, c'est comment est-ce que on peut réussir à trouver son territoire de marque, et plutôt du côté de la création, donc sans être soi-même créatif parce que c'est un métier, mais en tout cas, c'est commencer à travailler tout ce qui va être nécessaire pour l'inspiration des créatifs. Tout ce qui va sortir, en fait, finalement, découler la stratégie de marque vers la création. Donc voilà ces trois étapes. On peut peut-être, Gabriel, rentrer dans le détail un petit peu de ces trois grandes parties. On commence effectivement par la première. Donc, dans cette première partie qui concerne les valeurs et la raison d'être, on a travaillé 6 étapes pour bien définir les valeurs et la raison d'être. Alors, on va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de qu'est-ce que sont les valeurs, qu'est-ce que c'est que la raison d'être, parce que sinon il nous faudrait 4 webinaires d'affilée si on rentrait dans toutes les notions. Mais en tout cas, vous savez déjà que quand je parlais des fondations d'une marque, c'est que une raison d'être, c'est vraiment ce qui fait que c'est pourquoi on travaille, pourquoi on fait cette marque. Et ces valeurs, c'est qui on est, qui est la marque. C'est vraiment sa personnalité morale, un peu pourquoi est-ce qu'on fait ce travail. Donc la première étape, c'est nous on recommande de commencer par travailler sur les valeurs, parce que c'est peut-être un peu plus simple que de définir d'emblée sa raison d'être, qui est une notion presque un peu philosophique, à mon sens. Et donc, quand on a bien travaillé ses valeurs, on peut mieux formaliser sa raison d'être. D'ailleurs, je vais lancer un petit sondage sur les valeurs, si tu es d'accord. Ce qui nous permettra de le traiter tout à l'heure. Je lance le sondage. Vous pouvez répondre dans Webinar Jam, dans l'outil dans lequel vous êtes. Ah, je ne l'ai pas encore fait. J'ai appuyé. Maintenant, c'est bon. Donc, la première étape de cette partie, ça va être de trouver les valeurs d'entreprise, hein, parce que souvent, on va aller un peu sur l'évidence, on va dire, c'est la proximité avec les clients, c'est la satisfaction client, ou c'est l'esprit d'équipe, enfin, des choses qui sont assez spontanées, qui viennent spontanément, mais en fait, parfois, c'est pas forcément très original, très distinctif, et puis voilà, on n'est pas sûr que ce soit les bonnes valeurs. Donc, le pentagramme des valeurs, c'est un canevas qui va vous aider à vraiment y mettre sur la table toutes les valeurs de la marque, de l'entreprise. Et la deuxième étape, ça va consister à les sélectionner, c'est la matrice de tri des valeurs. Comment est-ce qu'on trie ces valeurs? Avec quels critères on doit observer pour finalement sélectionner les 3 à 5 valeurs qui sont importantes pour l'entreprise. On dit 3 à 5 parce que c'est pas la peine d'avoir 10 valeurs, parce que personne ne s'en souviendra. Il vaut mieux en avoir 4 très fortes et qui sont prouvées dans des plans d'action, plutôt que d'en avoir 10 écrites sur une charte qu'on range dans un placard et qui n'ont pas de réalité. Donc, voilà, la deuxième étape, c'est la matrice de tri des valeurs. Puis ensuite, on va s'attarder à chercher la raison d'être avec la carte des combats. Donc, c'est aussi une méthodologie que j'aurai beaucoup de plaisir à vous expliquer une prochaine fois, pour trouver un peu quelles sont les raisons pour lesquelles la marque existe et qu'est-ce qu'elle apporte de positif à la société dans laquelle elle évolue. Et puis, si tu veux bien passer la slide suivante. Tu peux le faire aussi, tu as le next. Pardon. Très bien, je vais être voilà. Ça te rend autonome. Je suis tout à fait autonome. Quatrième étape, c'est écrire cette raison d'être, rédiger, trouver les bons mots pour le faire. Et on a des méthodes et un accompagnement pour vous aider à l'écrire. La cinquième étape, c'est un plan d'action qu'on a appelé le jeu de piste des valeurs et de la raison d'être. Et c'est sur cette étape d'ailleurs qu'on a choisi de rentrer dans le détail aujourd'hui.
Et puis, enfin, parce que vous savez, chez Minute 30, on est très attaché à l'efficacité, au pragmatisme, à la mise en œuvre, un plan d'action. C'est la dernière étape, mais c'est finalement la plus essentielle. Une fois qu'on a trouvé les valeurs de sa marque et qu'on a trouvé sa raison d'être, eh ben, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que cette raison d'être et ses valeurs soient tangibles auprès de toutes les cibles de l'entreprise et de la marque. Tu as une petite question de Frédéric qui demande qu'est-ce qui distingue spécifiquement cette méthode de celle classique de Brain Content? Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est une méthode de Brain Content. Moi, pour t'aider à répondre, effectivement, là, pour le coup, on n'adresse pas du tout ici le sujet du Brain Content ou des contenus. On est vraiment sur les fondamentaux de la marque, à savoir ce dont on vient de parler, les valeurs, la raison d'être. Puis on va adresser les questions du positionnement et les questions du territoire de communication. Il existe, alors je sais pas s'il existe des méthodes jusqu'à présent sur ces différents sujets, mais il existait différents outils dont certains on s'en est inspiré, comme le Unique Proposition. Je me rappelle plus comment on dit, mais Onlyness Statement, ça c'est des choses dont on s'inspirait. Et puis typiquement sur les valeurs ou sur la raison d'être, je ne crois pas qu'il y ait d'outils qui existaient précédemment. Donc on a vraiment inventé l'ensemble de ces outils, que ce soit les cartes des combats, que ce soit le jeu de pistes de l'impact. C'est des outils qu'on a inventés qui vous permettent de travailler de façon collective autour de la définition de ces valeurs et de votre raison d'être. Et Frédéric, donc pour compléter ce que dit Gabriel, c'est une fois qu'on a fait ce travail de vraiment définir parfaitement sa marque qu'on peut travailler quels sont ses contenus, c'est-à-dire le brain content, quels sont les contenus légitimes et crédibles qu'une marque peut proposer à ses publics. Mais tant qu'elle ne sait pas exactement quelles sont ses valeurs, sa raison d'être, son positionnement, son territoire de marque, c'est vrai que c'est compliqué de partir directement à produire des contenus, sinon on va rester très proche de ses produits, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Donc ça, c'est la première partie du bouquin et des méthodes. La deuxième, c'est donc le positionnement et la personnalité de la marque. Alors on commence dans cette deuxième partie par trouver les points forts uniques, les clés de différenciation de la marque. Souvent, on se dit, qu'est-ce qui me rend unique? Pour savoir ce qui vous rend unique et l'écrire, il faut déjà savoir quels sont vos points différenciants, vos points forts, ceux que vous faites mieux que tout le monde et des points faibles qui sont des choses à corriger. Donc là, on a une méthodologie avec un jeu de rôle. Bon, ça, c'est pas une méthode inventée par 1 minute 30, bien sûr, mais en tout cas, pour travailler ça, c'est une méthodologie qu'on vous propose, un atelier qui est vraiment très instructif et très ludique, très facile à mettre en œuvre en équipe. Ensuite, il y a une étape qui est la formalisation du positionnement, écrire la phrase en une phrase, la définition de ce qui vous rend unique, pourquoi votre marque est différente de celle des autres et également, ça permet de travailler les promesses qu'on va pouvoir donner aux clients et aux collaborateurs également. Troisième et quatrième, troisième étape de cette partie, c'est définir la personnalité de la marque. C'est important de savoir finalement, on a une marque, c'est comment elle s'exprime, parce que bien souvent on a rencontré des clients qui nous disent voilà, j'ai écrit ma proposition de valeur, je connais plutôt bien mon positionnement, j'ai mes valeurs, mais à chaque fois que je dois communiquer, je me demande comment je dois le dire, est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est décalé, est-ce que c'est pas décalé, est-ce que on fait de la provoque, est-ce qu'on fait de l'humour, au contraire on reste très sérieux, on reste très expert, et finalement on se pose souvent la question de comment ma marque doit-elle s'exprimer. Donc ces méthodes, elles sont là pour vous aider à établir ça, établir la personnalité de la marque. Et puis toujours le plan d'action en quatrième partie. Une fois que vous connaissez votre positionnement et la personnalité de la marque, quels sont tous les endroits
où vous pouvez faire rayonner ce positionnement et cette personnalité. Donc, un petit plan d'action un peu sous forme de checklist pour vous aider à mettre des choses en place. Dernière étape, c'est celui de la communication visuelle, on va dire, la communication de marque. Alors, on a évidemment des préambules comme quand on doit communiquer à qui on s'adresse. Hein. C'est pas tout à fait. Parfois, on a des campagnes de communication qui s'adressent à des cibles différentes. Ça peut être des prospects, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires, ça peut être certains types de prospects ou certains types de clients. Donc, bien définir sa cible, c'est évident, mais faut pas l'oublier, on le rappelle là. Et ensuite, on a proposé une méthode pour réussir à inspirer, travailler des angles d'attaque pour les créatifs. Donc, c'est trouver les angles d'attaque, donner de l'inspiration pour la création et créer des mood boards qui seront justement ceux avec quoi vous pourrez aller voir des créatifs pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre ce que vous attendez d'eux sur cette campagne de communication ou ce territoire de marque et élaborer l'image qui va ressembler à la marque que vous avez envie de faire. Avant que tu attaques la suite, il y a Harry qui nous demande, est-ce que le livre peut être utilisé aux 3 domaines du branding, le personal, le corporate et le product branding? Oui, je pense que c'est personal branding peut-être, oui, je pense que peut-être pas toutes les méthodes, mais certaines méthodes peuvent parfaitement s'appliquer au personal branding ou au corporate branding. Je pense notamment à toute la première partie et même le positionnement et la personnalité. C'est évident que ça, bien sûr, on peut s'en servir. Après, sur la communication plutôt créative ou visuelle, oui, finalement, je n'avais pas pensé à cette question et merci de la poser. Mais je pense que toutes ces méthodes peuvent parfaitement s'appliquer à ces 3 typologies de branding. Et effectivement, quand on a écrit avec Chloé Duval le livre 3 méthodes marketing pour les RH, il y a toute une partie sur la marque employeur et on suit une trame et une méthodo équivalentes et d'ailleurs on s'est inspiré l'une de l'autre pour les travailler avec une adaptation de ce qu'on fait dans Brand Strategy Design à la marque employeur. Donc on va retrouver un peu des socles communs, typiquement, comme tu l'as dit, sur les questions de positionnement, de valeur, de raison d'être, qui peuvent s'appliquer soit à la marque employeur et qui rejoint en partie la marque corporate, soit aux marques plus produits, quand dans une même boîte, on a une marque plutôt corpo et des marques pour les différents produits. Voilà, enfin pour finir sur la 3e partie de notre méthode, on vous donne aussi des outils plus pratiques. Par exemple, rédiger un brief créatif avec tout ce qu'il doit y avoir dedans pour les créatifs, parce que un brief que vous faites pour votre entreprise, pour le marketing, pour votre patron, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas du tout, mais un brief pour les créatifs va pas être du tout le même document quand même. C'est pas du tout les mêmes informations dont ils ont besoin. Donc on vous aide, on vous donne des matrices pour le brief créa, également des matrices pour bien choisir une création quand on vous la propose. Se poser les bonnes questions, parce que souvent on réagit avec émotion à une création, c'est c'est chouette, ou j'aime pas, on ressent une création à un titre personnel, mais parfois on oublie qu'il faut rationaliser ce choix, et donc là on vous donne des clés pour ça. Et puis pour finir, un peu quand on a fait tout ce travail de construction de la marque, l'outil ultime un peu, hein, c'est le brand book, la charte de marque en français. Qui est un document qui va résumer à la fois tout ce qui est plateforme de marque, mais aussi territoire de communication. Et là, pareil, on vous propose le sommaire de ce brand book, ce que vous ne devez pas oublier d'indiquer dans ce livre de marque. Voilà pour ces 3 grandes parties. Et si vous voulez, on peut commencer à rentrer dans le détail. On a choisi de manière, parce que ça nous est plaisir d'en parler, dans la première partie, le jeu de pistes des valeurs et de la raison d'être.
Alors c'est intéressant, je pense que c'est le moment de partager les résultats du sondage, Ah oui. parce que typiquement ce jeu de piste va permettre de créer un plan d'action clairement établi à partir de ces valeurs et de la raison d'être définie. On se rend compte que dans les participants, il y a seulement 19% des participants qui ont un plan clairement établi avec des valeurs définies. Après, on a 42% qui ont des valeurs définies, mais pas réellement mises en place. Et pour vous, le jeu de piste de l'impact va être immédiatement utilisable. Et puis après, on a quand même 38% chez qui rien n'est formalisé en termes de valeur, ni plan d'action. Donc, le jeu de piste, je rappelle, je resitue dans la méthode, on est, après avoir défini ses valeurs et sa raison d'être, dans une réflexion de comment on rend ces valeurs et cette raison d'être tangible pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, pour les clients de l'entreprise aussi, donc en interne et en externe, et comment on les fait rayonner. Enfin, c'est bien d'avoir des valeurs, mais il ne suffit pas de les laisser sur une charte ou sur un papier. Il faut en faire quelque chose. Et ce jeu de pistes vous permet de réfléchir à ce que vous pouvez en faire. Et je te laisse nous le présenter, Julien. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je rencontre moi aussi beaucoup de gens qui malheureusement, d'ailleurs, en souffrent. Hein. Souvent, c'est quelque chose qui revient comme un peu une déception. C'est on a bossé sur des valeurs, elles sont écrites dans une charte, puis elles sont au fond d'un tiroir, et finalement, on revient pas dessus et on s'en sert pas comme un point fort de communication. Et je reviens sur le tout début de notre conversation, sur la confiance. Aujourd'hui, les clients, vos clients, que ce soit en B2B ou en B2C, attendent d'une marque qu'elle soit cohérente avec ses promesses de valeur et attendent des preuves de tenue de ces promesses. Et c'est ça que le jeu de piste de l'impact va vous permettre de faire, c'est à chaque étape dans tous les univers qui composent l'entreprise, ou plutôt les services qui composent l'entreprise, comment vous pouvez exprimer et faire ressentir votre valeur et votre raison d'être. Donc, ce jeu de piste de l'impact, on l'a imaginé comme un petit canevas un peu sympa et ludique, mais il peut être un support pour, en atelier, en équipe, par exemple, mettre des post-it tout autour du parcours. Et en fait, il va balayer 4 grands sujets. La communication et l'offre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la communication et dans l'offre produits et services pour que les valeurs et la raison d'être soient claires et ressenties? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau, deuxième catégorie, de la production, ça peut être avec des fournisseurs, avec des partenaires et vis-à-vis de la communication autour de la production. La partie DAF et enfin la partie RH. Et pour ça, on vous fait toute une liste de questions auxquelles vous pouvez répondre et qui vous permettent de vous questionner en disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple, quel nouveau produit serait en phase avec la raison d'être qu'on n'aurait pas encore inventé est-ce qu'on doit compléter ou pas l'offre actuelle? Est-ce qu'il y a certains produits ou offres ou promotions qui sont plus du tout en phase avec nos valeurs? Est-ce qu'il faut les supprimer? Est-ce qu'il faut en valoriser d'autres? Sur la partie promotionnelle, offre commerciale, est-ce que y en a qu'il faudrait proposer pour soutenir mieux une raison d'être, par exemple, qui serait, je sais pas si la raison d'être, elle valorise un attachement. En ce moment, il y a beaucoup de marques qui travaillent sur leur impact sur la planète et sur l'environnement. Et peut-être qu'il y a des promotions qu'on doit stopper qui sont incompatibles avec cette nouvelle raison d'être. Sur la partie SAV, donc je vais pas lire toutes les questions, vous les voyez, mais c'est vraiment un questionnement qui va vous permettre de répondre avec des post-it et de poser tout au long du joli petit parcours qu'on a établi des post-it pour voir ce qu'on peut faire pour justement travailler cet impact de vos valeurs et de votre raison d'être nouvellement trouvée. Je sais plus si dans les extraits qu'on présente, on a présenté les extraits de la vache pourpre. Je suis pas sûr. Je vais vous partager juste un peu à l'écran. Ce sera en tout petit. Mais ce qui est important, c'est que, et ça a été plébiscité dans chacune de nos méthodes et dans chacun de nos livres, c'est que
à côté d'une explication théorique, on a toujours un exemple pratique. Donc, c'est une entreprise qu'on a appelée La Vache Pourpre et qui se retrouve dans nos 5 livres de méthode et qu'on voit grandir au fur et à mesure des livres et qui met en application les méthodes. Donc, on fait ça sous forme de petites bandes dessinées ou, enfin, petite bande dessinée, c'est encore un grand mot, mais d'illustrations dans lesquelles les différents acteurs de l'entreprise parlent, collaborent et remplissent ensemble leurs post-it. Donc ça, c'est sur justement le jeu de piste que je vous montre ça. Mais sur chacune des méthodes, vous pouvez voir avec le livre et avec cet exemple comment c'est mis en application pour vous aider à vous projeter sur la facilitation d'un atelier de ce type et la capacité à animer votre équipe pour obtenir des réponses, créer ce consensus et créer ce travail collaboratif. Donc, on vous donne toutes les clés pour ça. Et puis, sinon, si vous souhaitez, on est ravis, et on en reparlera tout à l'heure, on est ravis de le faire avec vous dans le cadre d'ateliers. Donc, côté client, pareil, on peut se poser plein de questions autour de ces valeurs et cette raison d'être. Par exemple, est-ce qu'il faut réorganiser le service commercial pour qu'on soit cohérent avec cette nouvelle, cette posture? Est-ce que comment faire mieux connaître des services? Parfois, on rencontre beaucoup de marques qui finalement proposent des choses ou ont des services ou des actions, et notamment côté client, côté service client, mais qui sont tues ou peu connues, alors que justement, elles prouvent des valeurs très fortes et on n'en parle pas suffisamment. Donc, et parfois, il faudrait les compléter. Côté communication, on va balayer le sponsoring, la communication publicitaire, la partie événementielle, et à chaque fois se poser la question de, par exemple, sur le sponsoring, est-ce que il y aurait des associations qu'on pourrait soutenir ou avec lesquelles on pourrait collaborer pour soutenir telle ou telle valeur de marque, pour se poser la question dans la communication publicitaire, est-ce que la raison d'être qu'on a formalisée, elle ne serait pas intéressante d'être exprimée dans les publicités? Quel est le média, dans quel média on pourrait le faire de manière plus adaptée? Et comme ça, vous répondez à chaque question et vous remplissez vos post-it et vous avez petit à petit plein d'actions qui vont se dessiner et sur lesquelles vous allez pouvoir voir que vous avez des leviers pour faire connaître vos valeurs et faire connaître votre raison d'être. On travaille aussi sur la partie, on l'a dit, production, hein, les acteurs locaux, les fournisseurs, la distribution, tout ce qui est transport, logistique. Je vais un peu plus vite parce que sinon on n'aura jamais le temps de tout regarder, mais vous voyez bien comment ça fonctionne, y compris dans les process financiers, y compris dans les investissements. On peut être en accord avec ces valeurs et il faut l'être. Sur la partie collaborateurs et recrutement, c'est ultra important de faire comprendre à vos collaborateurs que quand ils travaillent pour une marque, y compris en interne, les valeurs et la raison d'être sont des choses qui ne sont pas que des vues de l'esprit, mais qui sont une réalité dans l'entreprise. Et on sait bien que attirer des talents, c'est aujourd'hui de plus en plus compliqué et que les collaborateurs vont davantage choisir une marque justement pour le sens qu'elle propose plutôt que même un salaire. Aujourd'hui, les avantages qui sont autour du salaire sont presque les plus regardés et le sens et les valeurs sont extrêmement étudiés par les recrues. Communication interne, y compris les bureaux, les locaux, le télétravail, les accords de télétravail, etc. Tout ça, on parle de, par exemple, une marque qui donnerait la confiance en valeur parce qu'elle voudrait que ses clients lui fassent confiance. Est-ce qu'elle applique à ses collaborateurs ces valeurs de confiance et comment? Tiens, j'en profite pour partager une série que je regarde en ce moment, c'est We Crashed, qui est l'histoire de WeWork et comment, ça a été porté par Adam Neumann et comment il a travaillé sur les valeurs, comment il a travaillé aussi sur la mission, comment il a
presque trop travaillé avec un problème de culture d'entreprise où finalement la culture est quand même très liée à l'alcool et à la fête, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure culture d'entreprise à la fin. Mais je vous recommande tous, si vous êtes intéressés par ces sujets de marque et de valeurs et de bureaux locaux, parce qu'on parle de WeWork, de regarder cette série sur Apple TV+. C'est assez intéressant. On est vraiment dans ce sujet-là et dans comment les millennials aussi prennent à cœur, c'est ce que tu disais, ces questions de valeurs, de culture d'entreprise et comment ça devient hyper important dans les stratégies de recrutement. Exactement. Donc voilà pour cette méthode, cette première méthode qui est celle du jeu de piste de l'impact. Et ensuite, quand vous avez complété tout ce jeu de piste, vous avez plein d'actions possibles. Et puis ensuite, c'est le plan d'action. Alors là, c'est pas la suite de l'histoire parce qu'on passe en méthodologie Brain Body qui est dans la deuxième partie. Mais ensuite, une fois que vous avez listé, comme ça, collecté toutes ces bonnes idées pour faire exister votre raison d'être et vos valeurs, il y aura une matrice de tri de toutes ces actions et de priorisation de ces actions et qu'est-ce qu'on fait peut-être demain. Pour faire un plan d'action. Toujours finir par un plan d'action. C'est effectivement au cœur de chacune des méthodos, tu l'as dit tout à l'heure. C'est que l'idée, c'est d'animer des ateliers, de faire remonter de la compréhension commune, de créer des consensus, mais au final, arriver à un plan d'action qui fait consensus, que tout le monde peut mettre en application suite à un travail ensemble respectant ses valeurs. Avant que tu introduises le Brand Body, j'ai lancé juste après le précédent sondage un nouveau sondage qui est au sein de votre structure, la personnalité et le ton de la marque sont formalisés et clairs pour tout le monde. Seulement 8%, c'est quand même très petit comme résultat. On est très en dessous de ce qu'on avait pour les valeurs. Moitié moins, c'était 19%, je crois, des choses claires pour tout le monde. Identifié mais rien établi. Alors là, c'est 66%, un gros flou. Et on ne s'est pas encore posé la question, 25%. Ok, alors ça c'est vrai que ça m'étonne pas du tout. Ça me surprend pas du tout parce que, pardon, je rencontre, en fait, souvent, cette personnalité de marque, elle n'est pas formalisée, elle n'a pas été réfléchie en interne et elle est déléguée aux prestataires. Prestataires, ça peut être des rédacteurs, une agence web, ça va être tous les prestataires créatifs, voilà. Et c'est alors que ça devrait être travaillé par la marque elle-même. Je suis pas surprise et à la fois, c'est vrai que quand on n'a pas, on se pose pas la question et qu'on n'a pas forcément de bons outils pour l'écrire, c'est vrai c'est quelque chose d'un petit peu impalpable, presque intuitif. On connaît le ton de sa marque ou en tout cas on s'en est fait une idée presque un peu personnelle. Et puis parfois, d'un service à l'autre, la tonalité n'est pas la même et c'est là où on voit qu'il y a des dissonances. D'où l'importance vraiment de travailler la personnalité de votre marque. C'est pas seulement la travailler, c'est la travailler et l'écrire, la formaliser, montrer des exemples, des do's et des don'ts pour que tous les prestataires qui vont travailler pour votre marque puissent justement être cohérents et que la marque rayonne exactement de la même manière en fonction des supports sur lesquels elle s'exprime. Même si on est bien d'accord que une marque avec une personnalité X va pas s'adresser de la même manière, par exemple, ne va pas parler avec exactement le même ton sur des réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, que sur un document beaucoup plus de présentation, plus corporate. Donc, il peut y avoir des écarts de ton en fonction des supports sur lesquels elle s'exprime, mais en tout cas, ça doit être établi et ça doit être établi au moment où on travaille la marque. Donc, dans cette deuxième méthode que je vous présente là, alors il y en a plusieurs dans le livre, des méthodes pour définir la personnalité, vous pourrez en retrouver d'autres, mais ici, j'ai choisi de vous parler de celui-ci, le Brain Body, qui est un atelier qui consiste à décrire la personnalité de la marque,
finalement un peu comme si c'était une personne. Et on va commencer avec la tête. Donc, la tête, c'est un petit peu l'âge de la marque. On va se demander, est-ce que c'est pas, est-ce qu'elle elle existe depuis longtemps ou pas longtemps, mais plutôt, si c'était une personne, quel serait son âge de communication et de prise de parole? Par exemple, est-ce que c'est une marque plutôt qui est encore dans l'enfance ou qui est dans l'adolescence, ou plutôt c'est une marque très adulte, très posée, voire un peu senior, qui est un peu professorale. Donc, on va essayer de décrire la personnalité, le ton de la marque en fonction de son âge de communication. Sur le cœur, ça va être le caractère. Donc, quels sont les traits de caractère? Quels sont les traits de caractère qu'on peut donner de la marque? Est-ce qu'elle a des qualités? On va vraiment la décrire comme si c'était un être humain. Les bras, ça représente les combats et les engagements. Alors normalement, quand vous avez travaillé avant ça la raison d'être de votre marque, vous savez quels sont ces combats, vous savez ce qui la révolte, ce qui l'enthousiasme, mais c'est toujours bien de le rappeler dans la personnalité parce que c'est aussi des outils qui vont être vraiment utiles pour les rédacteurs. Le ventre, c'est le savoir-être de la marque. Ce sont ses soft skills. Quel est le rapport de la marque aux autres? Comment elle réagit par rapport à une situation complexe, une situation de crise par exemple? Comment elle réagit en fonction de la typologie des interlocuteurs? Comment elle gère ses relations avec ses clients, avec ses concurrents, avec les médias? Et le fait de réfléchir et de formaliser tout ça, c'est vraiment pertinent pour mieux comprendre la marque. Les jambes, ce sont les compétences, c'est les hard skills. Donc, les points forts, le savoir-faire dans le métier, son niveau d'expertise. Donc, ça, normalement, de la même manière, ce sera plus facile pour vous à compléter parce que dans la première étape, vous aurez travaillé les points de différenciation, les points forts et les points faibles en atelier également. Donc, normalement, vous les connaîtrez. Voilà pour cette deuxième méthode qui permet de décrire et écrire la personnalité de votre marque. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, n'hésitez pas dans le chat, il y a toujours un petit écart entre le moment où on parle et vos questions. Donc, on gère ce décalage, mais ça permet d'être sûr d'avoir une bonne qualité de transmission. Tu veux nous présenter cette dernière méthode de la fleur créative avant qu'on prenne justement toutes les questions le temps qu'elles arrivent? Bien sûr. Donc ça, c'est donc un canevas qui est présent dans la troisième partie du livre, qui concerne justement le territoire de communication. Et là, on a travaillé une sorte de canevas. Donc c'est pareil, vous pouvez le compléter. L'idée, c'est que lorsque vous avez une campagne de communication, par exemple, à effectuer sur votre marque, il faut que vous définissiez des angles d'attaque possibles pour les créatifs. C'est pas les créatifs qui doivent dire quels sont les messages clés ou les angles d'attaque pour votre marque. C'est à vous qui travaillez dessus de le faire. Et les créatifs, ils sont là pour transformer vos angles d'attaque et vos convictions en création vraiment impactante. Donc, pour travailler ce travail de brief, on a imaginé un canevas que vous pouvez compléter avec au centre le message clé. Le message clé, c'est ce que vous voulez que votre campagne transmette comme message principal. Donc là, par exemple, on fait un exemple sur une piscine. On peut se dire, si je suis un vendeur de piscine, si ma marque est une marque de piscine, je peux avoir un message clé qui est que les piscines, ma piscine sublime et valorise votre bien. Ou bien une deuxième angle d'attaque possible qui va être de dire, grâce à mes piscines, vous passez un moment exceptionnel en famille. On voit bien que ce sont deux messages différents et que la création sera de fait complètement différente. Si vous voulez dire que vos piscines subliment et valorisent le bien, ou si vous voulez dire que vos piscines
font passer un moment exceptionnel en famille. Et donc, vous allez retrouver des exemples tout au long du livre. Bon, ici, c'est sur cette fleur créative. Ensuite, vous allez compléter avec les preuves. Alors, tous ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis attachée à faire en sorte que quand on dit quelque chose sur une marque, il faut des preuves et il faut que ce soit réel. Donc, quand vous avez un message et une promesse, par exemple, de communication, il faut associer des preuves claires. Peut-être qu'on s'en servira pas dans la créa, mais en tout cas, dites-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui me permet de prouver ce message? Prouver vraiment très clairement. Donc, ça peut être, dans mon exemple précédent, une piscine haut de gamme valorise de X% la valeur d'un bien, ou bien dans le message 2, les clients, on sait que les clients sont des familles de plus de 4 personnes. Voilà, donc ça, ce sont des preuves. Ensuite, on complète les pétales de la fleur avec les valeurs. Comme vous les avez au préalable définies, vous pouvez vous poser la question, quelles sont les valeurs de ma marque qui sont bien portées par ce message? Donc, par exemple, sur le moment exceptionnel en famille, la valeur de convivialité est clairement associée à ce message, si c'est une valeur de votre marque. Ensuite, on va surtout pas oublier le client, jamais oublier le client, et noter quelles sont les aspirations de vos prospects et de vos clients, et en quoi ce message y répond. Et enfin, les émotions, parce qu'une création de communication, c'est toujours très émotionnel. On va vous proposer d'écrire quelles sont les émotions que vous pensez susciter avec cette campagne. Et pour ça, on vous a préparé des post-it qui sont pleins d'émotions. Vous pouvez en trouver d'autres, bien évidemment, mais dans une campagne de communication, est-ce que vous allez susciter de la joie, de la confiance, de la sécurité, du dépassement de soi, de la révolte, de la surprise, de l'ironie, de l'empathie, etc., etc. Et ici, vous en avez quelques petits exemples, mais vous pouvez, à vous de compléter cette liste de post-it. Hein, et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos post-it d'émotions pour compléter cela. Donc ensuite, vous avez constitué des fleurs créatives complètes. Alors là, j'ai pas la slide avec celle de la vache pourpre, puisque dans le livre, on a également fait les fleurs créatives de notre exemple vache pourpre, société vache pourpre. Tout à fait. Comme à chaque fois, il y a toujours des exemples pour que vous appropriez bien la méthode. Donc voilà, ce sont un petit peu quelques exemples de méthodologies qu'on vous propose. Donc là, on en a proposé 3, mais il y en a des dizaines dans le livre, à chacune de ces 3 grandes parties. Plein de canevas, plein de matrices, de comment réaliser des plans d'action, comment les prioriser, etc. Vous allez trouver plein d'outils comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces méthodes, ou peut-être d'autres, ou sur la marque, les marques fortes? Alors, on va attendre que ça vienne dans le chat. Pendant ce temps-là, je partage le lien vers le livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. On a mis le lien Amazon parce qu'on est vendeur Amazon, mais si vous n'êtes pas fan d'Amazon, vous pouvez le retrouver dans votre librairie préférée en le commandant, si c'est pas à la Fnac qui se retrouve à la Fnac, sur la Fnac.fr, et dans votre librairie de quartier si vous voulez le commander. Je profite aussi, en attendant toujours les questions, pour vous partager des liens vers nos différentes offres de services autour du livre et de cette méthode, sous forme de package plan d'action avec des ateliers autour de la raison d'être, autour du positionnement, et aussi un produit qu'on a lancé avec Julia il y a maintenant plus de 2 ans, qui est le Créaton,
qui est un produit assisté sur la partie territoire de com, lancement de campagne. Tu peux peut-être en dire 2 mots pour présenter le Créaton en attendant toujours des questions. Ouais, alors toujours un petit peu dans l'idée de rénover un peu les pratiques d'agence et du marketing. On a imaginé, le Créaton, c'est tout simplement un hackathon créatif et où on propose en 2 jours de créer des concepts de campagne de communication. Donc le premier jour, on travaille sur le brief créatif. Je vous l'ai déjà expliqué, le brief créatif, c'est un document vraiment à part et d'ailleurs qui ressemble, qui est le support de ces fleurs créatives dont je viens de vous parler, où on définit des angles d'attaque pour la création, des inspirations, etc. Et la deuxième journée, on a des équipes de créatifs. Alors quand on parle équipe, c'est un directeur artistique et un concepteur-rédacteur. On propose 1, 2 ou 3 teams en compétition pendant toute une journée. Ils vont travailler sur votre brief créatif et vous proposer chacun 2 concepts. Puis, à mi-journée, on choisit un des 2 concepts par équipe et ils produisent 2 supports qu'on a au préalable décidé. Ça peut être une homepage, une bannière, un emailing ou une annonce presse, peu importe. Et ils finalisent 2 supports sur le concept retenu. Et à la fin, vous avez vous pouvez choisir parmi ces idées et les supports réalisés. Donc en 2 jours, on peut craquer carrément des campagnes de communication. Si vous n'avez pas de temps et que vous posez des questions pour mener une compétition d'agence, c'est pas la peine de faire comme ça. Vous pouvez faire le Créaton, ça va beaucoup plus vite. Et en plus de ça, tous les créatifs sont rémunérés pour qu'on soit juste avec eux. Il y a ça, et puis vous participez vraiment à la créa. Oui, c'est vrai, oui. Par rapport à une compète, vous êtes acteur de la créa, parce que vous participez bien sûr au brief, mais vous voyez aussi toutes les étapes de la créa, vous pouvez les guider, les accompagner, et c'est parmi les retours de nos clients, et il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs, le fait de participer, de guider, de donner son avis en cours de process créatif, ça fait toujours partie des choses qu'ils apprécient. On a une question de Frédéric Morin qui nous dit, vous parliez tout à l'heure de l'importance actuellement des politiques de RSE, notamment auprès des nouvelles générations. Que pensez-vous de certaines marques qui se sont appropriées cette stratégie? Est-ce une façon de surfer sur la vague pour attirer cette nouvelle génération ou une réelle volonté d'appliquer cette stratégie au quotidien? Je pense, Frédéric, qu'il y a quand même un peu les deux. Mais ce que je pense, c'est que effectivement, c'est une vraie tendance. Je pense qu'on a quand même toutes les marques ont pris l'ampleur de l'attente en termes de RSE, et je pense qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas envie que nos achats et notre comportement en tant que consommateur ait un impact négatif sur notre environnement ou un impact négatif socialement. Donc les marques, elles ont compris ça. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques travaillent sur ce sujet-là. Certaines le font avec énormément d'implication là-dedans, et elles ont largement fait le jeu de piste dont je parlais, c'est-à-dire qu'elles se posent vraiment la question de à quels endroits je peux vraiment faire des efforts et tenir cet engagement, et puis d'autres vont le faire plutôt en mode greenwashing. Le truc, c'est que aujourd'hui, les consommateurs et les clients sont tous beaucoup plus clairvoyants sur celles qui font du greenwashing ou du social washing. C'est-à-dire qu'une marque qu'on prend un peu en flagrant délit de bullshit marketing sont immédiatement boycottés et voire décriés, et ça pardonne pas. Donc je pense que c'est quand même une tendance qui va vers c'est quand même une tendance positive. On a une autre question de Virginie. Vos méthodes sont applicables quelle que soit la typologie de l'entreprise et donc de ses cibles. Moi, je vais peut-être répondre, tu me compléteras le cas échéant. Oui, bien sûr, on est vraiment sur des approches, et ça c'est vrai pour Brand Strategy Design, mais c'est vrai aussi pour nos autres méthodes, Acquisition Strategy Design, 3 méthodes marketing pour les RH, Customer Experience Redesign ou QTC Selling, dans des méthodes qui sont basées sur l'intelligence collective. Donc, on vient pas avec des recettes
de cuisine toute faite où on dit il faut faire ci, il faut faire ça, comme l'inbound marketing pouvait l'être, le gros, etc., où on applique des choses qui de fait ne s'appliquent pas à tout le monde. On est vraiment sur une approche qui part de l'intelligence collective, donc qui part de questionnement, où on questionne les participants à l'atelier, donc c'est des collaborateurs de votre entreprise, ça peut être aussi vos clients que vous pouvez intégrer à ce type d'atelier pour faire remonter vos spécificités d'entreprise. Donc les canevas, ça va être des bonnes questions à se poser et ça va être finalement à vous, chacun dans vos entreprises ou à nous si on facilite un atelier, et ça va être à nous ensemble ou à vous d'adapter la méthode à votre situation et de faire en sorte que décliner la méthode va vous permettre de répondre à vos propres problématiques, quelles que soient vos cibles ou quel que soit votre secteur d'activité. Tu es d'accord avec ça ou tu veux compléter? Ouais, bah, je suis complètement d'accord et je vais juste l'illustrer par le fait que ces méthodes, elles viennent aussi d'une expérience et de la mise en pratique. Elles sont formalisées de manière originale, mais je les pratique depuis quand même longtemps. Et je peux vous dire que j'ai appliqué ces méthodes en facilitation, en animation d'atelier, dans des toutes petites boîtes comme dans des très grands groupes, et que à chaque fois les équipes participent et s'impliquent avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est souvent des choses qui remuent beaucoup. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça c'est très important pour les équipes de travailler sur ces sujets de marque et de sens donné à la marque. Et ça fonctionne parfaitement bien, quelle que soit la typologie des entreprises. J'en profite pour rebondir sur une question de Bertrand. J'ai parlé un peu des ateliers plans d'action tout à l'heure, où derrière chaque méthode, on l'a dit, on vous a donné dans le livre, on vous donne dans le livre tous les outils pour que vous puissiez mettre vous-même en application cette méthode dans votre entreprise ou au sein de votre entreprise, avec un guide très pragmatique, didactique, pas à pas, avec l'exemple de la vache pourpre qui vous permet de mettre en situation. Après, on peut vous accompagner aussi avec des formations où sur 2 jours, on va vous faire vivre un atelier, vous faire prendre du recul sur chacune des étapes de l'atelier et ainsi vous guider aussi sur comment faciliter ce type d'atelier en utilisant des outils comme Miro pour faire dans le cadre de ces formations et pour que vous puissiez être en capacité vous-même de conduire après ces ateliers dans votre entreprise ou en tant que coach si vous êtes consultant. Et puis après, le 3e volet des accompagnements, c'est d'animer pour vous ces ateliers. Et dans ce cadre-là, on a une offre de plan d'action dont je vous ai donné les liens tout à l'heure. Ça rejoint de fait la question de Gaël qui nous dit est-ce que ces méthodes sont adaptées financièrement aux petites entreprises? Alors, les petites entreprises vont peut-être pas être nos clients d'ateliers et de plans d'action. Aujourd'hui, 1 minute 30 est quand même plus positionné sur les ETI et les grands comptes. Les plans d'action commencent autour de 10 000 €, donc c'est pas nécessairement le meilleur budget pour une petite entreprise, mais une petite entreprise va pouvoir d'une part acheter le livre, là 39 €, c'est à la portée de bourse de toutes les entreprises. Et comme je viens de le dire, le livre peut se suffire à lui-même. Et pour une petite entreprise, il y a aussi, et en plus c'est dans le cadre de la formation, la possibilité de vous former aux méthodes, à l'application de ces méthodes, et de fait d'être en capacité, après avoir suivi une formation de 2 jours, de conduire des ateliers beaucoup plus facilement dans votre entreprise. Et vous pouvez, on est organisme agréé, Calliope, etc. Donc vous pouvez être financé par votre OPCO si en tant que petite entreprise, vous souhaitez vous former sur ces sujets. Oui, et puis Gaël, vous savez, travailler sur la marque, ça ne coûte que du temps. Enfin, travailler sur ces grandes étapes, effectivement, vous pouvez acheter le livre, ça coûte, voilà, c'est anecdotique. Et ensuite, ça ne vous coûte que le temps de mise en place. Vraiment, les méthodes, elles sont prêtes à l'emploi. Vous pouvez, en 3 demi-journées, travailler valeurs et raison d'être, positionnement et territoire de communication. Laissez-vous porter par les méthodes, elles sont complètes et vous pouvez le faire seul avec votre équipe vraiment facilement. Ça vous coûtera juste du temps passé.
Et après, à un moment, quand même, il faut le dire, quand on passe à de la créa, Ah oui, une fois qu'on a fait le territoire et tout, là, il faudra peut-être faire appel à ouais, un c'est sûr. graphiste, mais il y a aussi beaucoup de graphistes freelance euh, qui peuvent vous faire des choses de qualité, le cas échéant, euh, en tant que petite entreprise. On arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie tous, et toi en particulier, Julia, pour ce webinaire et tous les mois de travail qu'on a fait ensemble et la sueur qu'on a mise à rédiger ce livre. Si vous avez encore des petites questions, ben on veut bien les prendre. Je vous remonte le livre en vrai parce que c'est du papier. On a eu un échange tout à l'heure sur le sujet du papier. Oui, on va le mettre en numérique sûrement un jour, mais c'est quand même très agréable dans un monde très digital de retourner de temps en temps au papier, de pouvoir le feuilleter, de pouvoir s'en servir de Bible. Comme l'ensemble de nos autres bouquins, Acquisition Strategy Design, vous voyez, il est déjà beaucoup plus corné, il est moins neuf, je l'ai beaucoup utilisé, Customer Experience Redesign. Enfin voilà, tous ces livres, c'est quand même sympa d'avoir du papier, une Bible sur le bureau, de pouvoir revenir quand on veut éclaircir un point, de pouvoir feuilleter. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Nous, on est dans Oui, les oui, oui, il remerciements y en a partagés. une. Bertrand, la question sur la rencontre. Ah Le oui, 16 juin, merci pour Bertrand. on est là, on est à Paris pour une rencontre signature, si vous voulez nous rejoindre. Je pense qu'on peut peut-être mettre l'adresse de la librairie dans le 9e, dans laquelle on sera, tous les auteurs 1 minute 30 seront là. Donc, venez nous voir, avec plaisir. Et le livre est déjà sorti, Jessica. Donc, il est présent sur Amazon, sur le lien qu'on vous a partagé tout à l'heure. Et il y a Steve qui dit que les stocks sont épuisés à la Fnac. Hein. Ça va pas, ça, Gabriel. Ah ben c'est la rançon du succès, mais notre distributeur est là pour réapprovisionner la Fnac. Ah ben, ravi, Euh, Frédéric, de vous y voir. donc là-dessus, n'ayez pas peur. Il y en a plein chez le distributeur, donc vous pouvez y aller. Et puis s'il n'est pas à la Fnac, il est sur Amazon. Et s'il n'est pas sur Amazon, il est dans votre librairie. Là-dessus, vous n'en manquerez pas. Merci à tous, merci beaucoup. Et effectivement, pour tous ceux qui rêvent de se revoir physiquement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'événement. On va faire un événement rue de Trévise à la librairie Oud le 16 juin pour signer l'ensemble de nos livres, pour se rencontrer, pour boire un verre dans un cadre sympa, en espérant qu'il fasse beau temps parce qu'on risque de déborder sur la rue. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, À merci bientôt. Julia. Merci à tous, merci Gabriel.